Il y a également, par ailleurs, que nous sommes dans une année qui peut faire penser que le moment est venu d'essayer de tirer la revendication pour avoir les meilleurs résultats possibles. Tout cela donc est concevable. Le reste maintenant, c'est simplement une question formulée par ce qui bouge actuellement. Je prends l'exemple de ce problème avec les syndicats d'enseignants en grève récemment pour dénoncer, on le sait, les 10% sur l'indemnité de logement justifiée ou jugée dérisoire. Alors, qu'en est-il exactement? Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces 10%-là? Il faudrait, Omar, à mon sens, que nous réfléchissions d'abord pour nous demander d'où est-ce que nous venons. C'est ça. Comment tout cela est né? Parce que tant que la genèse des différends n'est pas faite, tant qu'on n'a pas une mémoire du chemin parcouru, tant qu'on ne prend pas en compte la complexité des problèmes qu'il faut adresser, il est difficile de les résoudre. C'est ça. D'où venons-nous? Nous venons d'une situation où, parce que nous avons recouru à des expédients, nous avons été rattrapés par la réalité. Est-ce qu'il faut entendre par là? Il y a eu un besoin pressant de scolarisation, d'éducation et de formation de nos jeunes. Et très souvent, nous avons pensé en tant que pays, évidemment conseillés par d'autres gens, que nous devions essayer d'avoir des éducateurs, des formateurs, des enseignants, disons que nous traiterions simplement de manière relativement sommaire, en les mettant dans une sorte de seconde zone, quoique au plan des charges et des missions, il soit attendu d'eux exactement la même chose que les autres. C'est ça qui nous a conduit à la politique du volontariat et du vacatariat. Ce fut un expédient pour affronter un problème complexe et réel. Dans la même veine, nous avons recouru aux abris provisoires parce que nous faisions face à un déficit, évidemment, disons, de structures scolaires adaptées. L'un dans l'autre, la vie nous a rattrapés. Et 2 décades après, parce que ce dont je parle date de près de 20 ans, il y a eu une sédimentation donc, et explosion des corps dits émergents. Et évidemment, la lutte et les ajustements des enseignants, qu'il fallait faire la situation, mais la lutte. Au sortir de ces résultats, une décision révolutionnaire, et je n'abuse pas en disant cela, a été prise, laquelle le reclassement universel. Ça signifie quoi? Parce que nous avons également, en tant qu'enseignants, un jargon qu'il faudrait évidemment expliciter pour que nul n'en ignore. Le reclassement universel, ça veut dire que la décision a été prise de faire de sorte que dans le champ scolaire, il n'y ait plus différents types d'enseignants au sens où les uns seraient appelés, entre guillemets, des volontaires ou des vacataires, et les autres seraient des fonctionnaires. Il y a eu la volonté d'un reclassement universel pour que tous soient dans le même moule. Je ne sais pas si ensemble, en tant que pays, nous mesurons la portée de cette décision. Parce qu'il n'a pas été dit simplement qu'on procédait au reclassement universel, ça veut dire qu'on absorbait les anciens volontaires et autres contractuels ou vacataires, mais on s'est dit qu'il fallait également valider aux 2 tiers les années pendant lesquelles ils ont été volontaires et contractuels. Évidemment, cela s'est vengé, entre guillemets, sur, disons, les finances publiques par des coûts énormes. C'est des centaines de milliards. Mais le gouvernement a dit que c'était juste, que des gens ont consenti à consacrer leur temps à l'enseignement, qui évidemment un chantier extrêmement important dans la vie de la République. Il était important que ces citoyens sénégalais-là soient évidemment traités au mieux. Oui, donc ce reclassement universel-là a eu ses effets dans le budget, c'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est par centaines de milliards que la résorption, n'est-ce pas, ou la prise en charge de cette décision, cela coûte. À titre d'exemple, en 2015, première année de passage à l'acte, il a fallu évidemment consacrer près de 24 milliards simplement pour résorber en l'état les rappels d'intégration, de validation et d'avancement. Il a fallu continuer le même effort en 2016 et en 2016 également c'était presque un montant qui accédait, disons, les 20 milliards. En 2018, cette année-ci, il faudra investir toujours sous ce rapport-là 32 milliards. Et ce n'est pas parce qu'on le fera qu'on en sera sorti, parce que en réalité, les corps dits émergents étaient devenus en fait l'écrasante majorité du monde, disons, des enseignants. Donc la gestion budgétaire ou financière, c'est selon de ce reclassement universel est aujourd'hui la source du problème que vous avez au plan financier. En réalité, on n'a pas un problème financier, des ressources sont consacrées, mais
il faut planifier. Ça veut dire que nous sommes dans le cadre, disons, de la prise en charge des besoins des Sénégalais. Oui. Si on prend le monde de l'école simplement, le tout n'est pas d'avoir des salaires, d'avoir des indemnités pour les enseignants. Encore faut-il avoir des espaces dédiés qui fonctionnent comme des espaces capables de recevoir en fait les enfants du pays. C'est cela également qui commande le besoin urgent de faire face aux abris dits provisoires. Oui. En même temps d'ailleurs qu'il faut également essayer de reprendre les édifices qui ont vieilli, n'est-ce pas? Cette année-ci, pour donner une illustration, 100 milliards de francs CFA vont être consacrés simplement à la résorption des abris provisoires. C'est un tout. Ça veut dire qu'il faut que nous comprenions qu'il y a un monde d'urgence qui nous interpelle de tous côtés et que c'est avec les moyens de la République qu'il faut essayer de faire face à tout cela. Oui, mais dans ce tout-là, aujourd'hui, les enseignants insistent sur ce qu'ils appellent indemnité de logement. Le gouvernement, semble-t-il, leur a proposé 6 000 francs au départ, ce qu'ils rejettent. Qu'est-ce qui fonde un peu votre position à ce niveau-là? En réalité, je crois que la demande du monde des enseignants est plus complexe que la seule indemnité, disons, de logement. Ouais, mais c'est là qu'ils communiquent. Ils communiquent sur l'indemnité de logement, parlons-en. Oui. L'indemnité de logement d'un enseignant est aujourd'hui des enseignants. Ça se traduit sur l'année par un montant de 12 milliards. Rapporté à la population des enseignants, ça donne, selon nos projections en tant que gouvernement, disons l'équivalent de 10 à 11 000 francs par enseignant. Ce qui signifie que chaque enseignant devrait ressentir, si la chose est effective, au niveau de son bulletin de salaire, pour le titre consacré à l'unité de logement, en fait une évolution qui ferait qu'on passerait de 60 000 à 70 000. Pour qui connaît l'histoire de l'unité de logement, pour qui sait que, par exemple, au début, n'en disposait que les instituteurs, pour qui sait comment est-ce qu'évidemment on est passé dans la modulation de cette indemnité, on voit bien l'effort, n'est-ce pas, de l'actuel gouvernement quand 10 000 francs sont ajoutés sur les 60 000 pour chacun des enseignants. Encore qu'il ne fallait pas, évidemment, isoler ce geste-là par rapport à l'indemnité de logement, disons, des autres propositions qui ont été faites et par rapport auxquelles, évidemment, les enseignants ont été dûment informés. D'accord. Donc, face à cette proposition jugée faible, le gouvernement a décidé donc de porter l'augmentation, l'indemnité à 11 000, entre 10 et 11 000 francs, c'est ça? Je voudrais rectifier en disant que je ne sais pas d'où c'est venu. Ah ben c'est ce qu'ils disent, hein. C'est eux qui l'ont dit. Hein. Dès le départ, le choix du gouvernement, c'est en fait de porter l'indemnité de logement à hauteur, disons, de 10 ou 11 000 francs par enseignant. Mais en tout cas, en l'état, c'est 12 Il n'a jamais été question. Non, je crois qu'il y a eu du repas, c'est important. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout effort qui est fait par notre pays pour évidemment prendre en compte la revendication d'un des citoyens du pays, c'est un effort qui a son importance. Puisque nous sommes dans un pays où il y a un monde de choses à faire. Le choix du président de la République, c'est le choix d'édifier, comme le Premier ministre ne cesse de le rappeler, un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que les iniquités territoriales, ça signifie que les disparités qui font que quand vous quittez les profondeurs du Fouta, de Tamba ou de Ziguinchor, vous avez le sentiment que maintenant vous allez, si vous vous dirigez vers Dakar, vers le Sénégal. C'est cela que nous voulons résorber. C'est ça qui donne sa quintessence à la politique, n'est-ce pas, du PUMA. Le programme d'urgence, n'est-ce pas, qui fait qu'on veut moderniser les axes et territoires frontaliers. Oui. C'est cela également qui explique le PUDC. Donner à chacun des Sénégalais la possibilité d'accéder à de l'eau potable. Faire de sorte qu'il y ait de l'électricité partout. Avoir des routes carrossables. Avoir des postes de santé. Avoir des écoles, n'est-ce pas, pour nos enfants. Mais les avoir non pas seulement à Dakar ou dans les grands centres urbains, mais les avoir dans les profondeurs de notre pays. Voilà ce qu'il faut aussi faire. Donc, vous voulez dire en quelque sorte que la prise en charge des revendications pécuniaires n'est pas la seule priorité dans ce pays. C'est ça que vous voulez dire? Ce que nous voulons dire, c'est que nous avons un monde de priorités et tout est urgent en même temps. Voilà pourquoi, quand on a un monde d'urgence
avec des moyens qui sont fatalement limités, il faut arbitrer. Et arbitrer, c'est consentir à faire les choses du mieux possible. Voilà pourquoi un relèvement de l'indemnité de logement qui ferait qu'on passerait de 60 000 à 70 000 francs ne me semble pas négligeable. Très bien. Alors, régime indemnitaire frappé d'iniquité et d'injustice. C'est ce que disent les enseignants. Est-ce que l'État est prêt, parce que c'est de cela qu'il s'agit, à réviser ce système indemnitaire ainsi que le réclament les syndicats? Réviser le système indemnitaire de façon globale. Voilà. Le système indemnitaire, le système de rémunération des agents de l'État a été désarticulé par des choix qui sont des choix qui datent de longtemps. Évidemment, il y a le principe de la continuité de l'État et aujourd'hui, il faut faire avec. Mais Omar, quand vous avez un vieux bâtiment frappé par l'âge, un vieux bâtiment qui devient en fait un bâtiment arc-bouté par endroits, mal taillé par endroits, etc., que vous vouliez l'ajuster, le refaire, se comprend. Mais que vous vouliez le faire et que vous décidiez de le faire simplement à l'instant en pensant que ça peut se faire comme ça, risque de mener à l'effondrement. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut du temps. Il faut de la minutie, il faut de la réflexion, il faut de la convergence pour que, évidemment, ce qui doit être corrigé. Chargé en fait d'étudier le système de rémunération, que le gouvernement, quand il aura fini d'apprécier, donnerait un certain nombre de réponses. Mais évidemment, on franchit le pas en disant très vite que le gouvernement s'était engagé à relever un certain nombre d'indemnités. Non, ce n'était pas la décision prise. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas d'autres points de revendication. C'est ça l'intérêt un peu de la question, je veux dire. Il y a d'autres points de revendication. Par exemple, la titularisation, n'est-ce pas, les performances économiques sont là. Hein? Le travailleur doit pouvoir ressentir cela quand même, non? Ce n'est pas légitime seulement aujourd'hui, ça l'a été hier, ce le sera demain. Que le travailleur aspire à avoir de meilleures conditions de vie, c'est tout à fait compréhensible, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous dites, nous avons amélioré nos performances économiques. Oui, elles sont améliorées et cela est le résultat non seulement des choix éclairés du président de la République, mais également de l'effort collectif. Je dis bien de l'effort collectif. La redistribution doit être une réalité. Elle doit être une réalité, mais on ne doit pas penser la redistribution en pensant simplement à sa propre chapelle. C'est le corporatisme qu'il faut éviter en la matière. Si nous devons profiter des avancées économiques de notre pays, il faut que ça profite à toute notre nation. Il faut que les Sénégalais, les moins fortunés, ceux qui pendant trop longtemps ont été au bord de la route, ceux qui n'ont pas eu le minimum qui nous semble aujourd'hui négligeable parce que nous avons l'habitude d'en bénéficier, il faut que cela aussi ne soit pas oublié. En réalité, c'est une politique de justice sociale également qu'il faut opérer. Donc je dis, nous comprenons parfaitement, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est en fait nous tromper d'étape et vendanger notre part d'avenir. Il faut que nous continuions sur le chemin de la rigueur, sur le chemin du travail, sur le chemin de la cohésion sociale, pour que, en fait, les fruits à venir tiennent la promesse des fleurs. Donc, vous comprenez, et aujourd'hui, rien n'empêche qu'on y arrive, cette augmentation de salaire. Mais pour le monde enseignant, l'augmentation, en tout cas, ne serait-ce que sous le rapport de l'indemnité de logement, elle est là. Réalité, oui. Pour tous ces corps qui, pendant trop longtemps, ont été, en fait, bien en dessous des autres et qui ont été décrochés, en réalité, le reclassement universel se traduit par une sorte d'explosion même, disons, des revenus, de ce point de vue-là. C'est autant d'avantages comparatifs. Le propre de l'homme, Omar, c'est de regarder devant et de n'avoir pas la propension à jeter un coup d'œil souvent derrière. Que de chemin parcouru depuis, mais le chemin parcouru l'a été au prix de beaucoup d'efforts qu'il faut que nous continuions ensemble de déployer. D'accord. Renforcer le pouvoir des inspections, n'est-ce pas, de travail. Ces inspections de travail ont été capacitées en termes, disons, de moyens de mobilité. Des voitures, n'est-ce pas, ont été acquises pour toutes les inspections et ça va continuer.
l'inspection du travail se fait de manière diligente. Et le travailleur qui n'est pas satisfait peut déposer en ce moment-là un préavis de grève pour que, dans le mois, s'il n'a pas satisfaction, il enclenche les activités parce que nous sommes dans un pays de droit. Au niveau du secteur public, ce qui se passe, c'est des préavis. Et puisque vous parlez de droit et d'impression, il faut que nous soyons très clairs sur tout cela. Je voudrais dire que pour le secteur public, le travailleur organisé a le droit, de par son syndicat, disons, de dire que je ne suis pas content de ceci et de cela, et de délivrer ce qu'on appelle un préavis. Oui. Un préavis est quand on est dans le temps. Et s'il se fait normalement, il dit que, par exemple, aujourd'hui nous sommes le 28 janvier, si le 28 février, je n'ai pas de réponse par rapport à mes revendications, je me suis en droit d'aller en grève. Ce que l'observation nous permet de constater, c'est que nous avons au Sénégal des préavis rédigés de manière qui pose problème, puisque vous avez des gens qui vous disent « je vous annonce que, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a cela, je me mets en posture d'aller à la grève du 1er janvier au 31 si je n'ai pas satisfaction ». Ça veut dire qu'on veut avoir des préavis qui couvrent un an. Ce n'est pas légal. Le travailleur a le droit de dire si dans un mois, je n'ai pas satisfaction, etc. Et la lecture de certains préavis nous ont fait parfois sourire, puisqu'on vous dit à l'expiration du préavis. Or, quand on a un préavis qui enjambe une année, quand il expire, ça veut dire que c'est à la fin de l'année, normalement. Donc, il y a là des problèmes. Ouais. Ensuite, il faut évidemment que nous comprenions tous, en tant que travailleurs, parce que d'expérience, nous l'avons fait, que quand on dit « aujourd'hui, je me mets dans une posture où je ne travaille pas parce que je ne suis pas content », il faut qu'on sache que le salaire rétribue le travail qui est fait. Ça aussi, il faut que nous le sachions. Voilà pourquoi l'action de grève doit être une action réfléchie. Voilà. Il faut que l'action de grève soit une action réfléchie, parce que sinon, ça signifie que si je choisis de ne pas travailler 15 jours durant dans le mois, il faudrait que mon organisation syndicale soit prête à me donner mes 15 jours de salaire. D'accord. Ce qui n'est pas tout le temps évident, évidemment. Alors, l'examen des cahiers de doléances déposés chaque année, le 1er mai, fête internationale du travail, c'est vrai que nous ne sommes pas loin de l'édition 2018. Là aussi, c'est un problème. Est-ce qu'on peut parler de retard dans la prise en charge de ces, ou l'examen tout court de ces cahiers de doléances? Ces cahiers de doléances, quand ils sont déposés au niveau de notre département, nous en faisons la synthèse et nous essayons de ventiler les revendications en les dédiant aux différents secteurs, aux différents ministères dédiés. N'est-ce pas? Ça vous prend un temps aussi long? Ça prend quelque temps de faire cela. Mais ce qui prend du temps, c'est le retour. Nous avons un certain nombre de retours, n'est-ce pas? Parce que c'est de choses complexes qu'on parle. C'est de choses complexes qu'on parle. Certaines d'entre elles sont résolues. Les demandes sont variées. Certaines d'entre elles, bon, c'est des demandes et des revendications, mais elles posent plus de problèmes que d'autres. Mais nous avançons, et vous avez dû suivre dans le dernier Conseil des ministres, dans le dernier communiqué du Conseil de la République, oui, que, évidemment, nous allions passer à l'étape qui consiste à essayer de voir où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les réponses qui ont été données. Il y a du chemin qui est fait. Le problème qui se pose, c'est que peut-être au niveau de la communication, il y a une sorte de déficit qui fait que tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se faire. D'accord. Alors, le pacte de stabilité et d'émergence économique, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a également la structure qui s'appelle au Conseil du dialogue social. Je veux dire, voilà deux éléments d'un dispositif qui est là, qui a été mis en place pour favoriser un peu un climat apaisé sur le front social. Alors, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il est question aujourd'hui de remettre en cause ce dispositif, vu pourtant comme un aspect positif dans l'amélioration du dialogue social dans notre pays? Ni les travailleurs, ni le patronat, encore moins le gouvernement, n'ont remis en cause ce dispositif. Et où est le problème alors? Où est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à gérer le dialogue social comme il le faut chez nous? Je ne sais pas si je dois entendre la question au sens où il faudrait comprendre pourquoi il y a grève, pourquoi il y a marche des travailleurs. Si c'est ça la question, la réponse est qu'il est dans l'ordre normal des choses qu'il y ait et grève et marche. Ce n'est pas parce que nous ayons, ce n'est pas parce que nous avons le Haut Conseil du dialogue social, ça veut dire une sorte de pont qui permet d'établir la liaison entre les travailleurs, le patronat, etc. et le gouvernement, que les revendications vont cesser. Ce n'est pas parce que nous avons un pacte, n'est-ce pas, que nous allons dire, bon, plus rien ne va se passer. C'est l'idéal, parce que l'objectif, c'était de marquer une pause en prenant conscience de l'enjeu du moment qui est d'aller vers l'émergence du pays. C'était ça.
La pause a été marquée et elle est toujours marquée. Elle est toujours marquée. En tout cas, nous avons fait le point dernièrement avec les centrales syndicales. Je crois que ça ne nous ferait pas avancer. Il ne faut pas que nous nous jouions à nous faire peur. Il y ait des marches qui obéissent évidemment à la réglementation, qu'il y ait des travailleurs qui disent que nous aspirons à mieux, à plus. C'est tout à fait compréhensible. C'est dans l'ordre normal que nous avions d'abord pu avoir près de 3 années de vie apaisée. En dépit de tout, je ne dis pas que ça est là, il n'y a pas quelques velléités, quelques revendications, mais globalement, nous avons eu un bon commerce. L'évaluation du pacte nous a permis de savoir que nous nous sommes dotés d'un instrument qui s'appelle le Haut Conseil du dialogue social, puisque lui est une émanation, ce Haut Conseil-là, de la première conférence sociale. C'est la deuxième question que j'allais poser. Qu'est-ce que ce dispositif-là, qu'est-ce que cette structure-là a eu comme impact dans la gestion du dialogue social? Cette structure a ceci de bon qu'elle met en face les travailleurs, n'est-ce pas, le patronat et l'État. Et nous nous parlons, et je vous assure que beaucoup de choses ont pu être faites. Par exemple, en début d'année, le Haut Conseil du dialogue social a pris sur lui le soin de réunir les organisations syndicales et l'État pour qu'on essaie de faire le point et qu'on avance. Ça ne signifie pas d'ailleurs que les différents départements, les différents ministères ne le font pas, mais au moins cela a été fait et le fait de se parler, de communier, de partager, ça permet d'avancer. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous aurions gagné à faire qui n'a pas été fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui était attendu? Qu'est-ce qui a été réalisé? Nous faisons le point régulièrement et nous discutons. Ce qui nous montre que les instruments dont nous sommes dotés sont performants, c'est le fait que beaucoup de pays viennent vers nous pour essayer de partager notre expérience. Et je crois qu'il ne faut pas que nous jetions le bébé avec l'eau du bain. Il y a de la revendication, mais ça ne signifie pas qu'il y a de l'atonie de la part, évidemment, des instruments dont nous sommes pourvus. Année préélectorale, vous l'avez bien compris en le mentionnant tout au début de l'entretien. Cela veut dire que donc le Front social ne va pas, en tout cas, faiblir, du moins la tension qu'il y a. Est-ce que vous prenez en compte, et là je viens à votre casquette politique, vous prenez en compte cette dimension-là, politique? Je voudrais vous dire que le président de la République ne cesse de nous répéter, quand je dis nous, je parle à l'équipe gouvernementale, que son ambition transcende bien sûr les échéances électorales. Vous savez bien qu'il a une visée qui fait que nous voulons au moins travailler en direction de 2035, le plan Sénégal émergent. Nous avons fait du chemin. Si nous réduisons le tout du Sénégal à notre destin d'homme politique et que nous disons l'échéance de 2019 est importante, donc faisons tout et son contraire, on n'en sortira pas. Ce n'est pas parce qu'on est en année électorale que le gouvernement va promettre tout et son contraire. Ce n'est pas parce qu'on est en année électorale que toute demande, toute revendication pourrait être audible. Entre les deux, nous pouvons nous rencontrer. Les Sénégalais sont des gens sensés et je suis convaincu qu'année électorale ou pas, nous saurons évidemment savoir jusqu'où il ne faut pas aller. Comment vous percevez le discours politique qui accompagne ce réchauffement du Front social? Parce qu'ils y sont carrément, hein, les politiques. Que certains politiques, nous en reparlerons, y soient, est compréhensible. J'ai entendu, en tout cas, des dirigeants syndicaux que je respecte, dire qu'eux ne sont pas du tout préoccupés des exigences politiques et qu'ils demeurent constants dans leurs revendications. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut dire que tout le monde est habité par la même philosophie, mais je vous assure que 2018 va être traversé, si Dieu le veut, très rapidement. Très rapidement, nous y serons. Donc, ce n'est pas tout. Et l'homme politique conséquent, ce n'est pas celui-là qui a une horizon séquentielle et très courte. Nous avons de la mémoire, nous savons d'où nous venons. Nous savons quels sont les écueils qu'il a fallu vaincre. Nous voyons bien quels sont les résultats qui ont pu être faits. Nous gardons confiance en la sagacité de nos concitoyens. Et ensemble, nous allons, si Dieu le veut, traverser tranquillement cette échéance-là, aller aux élections et continuer la vie du pays parce que c'est cela qui est important. Le secrétaire général du PIT, que vous êtes à son mot certainement à dire sur la situation politique, d'abord au sein de votre coalition, le Benno Bokk Yakaar. Vous croyez que la cohésion est bien là pour relever le défi de la réélection de votre candidat, le président Macky Sall? Je voudrais d'abord faire remarquer que Benno Bokk Yakaar est cette coalition-là qui a l'expérience
à de la longévité. C'est la première fois dans la vie politique de notre pays que nous avons une coalition qui dure autant de temps que cela. C'est un élément important. Pourquoi peut-elle résister? Pourquoi a-t-elle duré? C'est qu'elle est arrimée à un certain nombre de principes. Elle est arrimée à une volonté. Elle est arrimée également à une lecture du réel. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans un monde complexe et l'étape que nous traversons est une étape importante. Vous-même, vous releviez que les performances économiques étaient bonnes. Je voudrais ajouter qu'à ces bonnes performances économiques, maintenant, il y a également le devoir de prise en compte des ressources que nous venons de découvrir. Tout cela fait de notre pays un pays particulier. Tout cela fait de notre temps un temps important. De quoi avons-nous besoin? En tant que Sénégalais, et en ce moment-là, je le dis au-delà de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin, disons, d'apaisement. Nous avons besoin d'être forts pour qu'aucune intrusion ne vienne évidemment nous distraire et faire de sorte que les augures ne soient pas aussi bonnes que ce que nous pouvons escompter. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réalité du moment, elle-même qui commande à Benno Bokk Yakaar de faire front et d'être unis. Et l'un dans l'autre, il faut se féliciter du fait que globalement, cette cohésion est là et cette volonté d'aller de l'avant est là, fédérée autour évidemment de la claire et nette compréhension des impératifs du moment. On fait allusion souvent dans cette coalition aux forces politiques qui la composent, hein, et aux problèmes carrément que ces forces politiques-là vivent. On parle du PS, on parle de la LD et même du PIT que vous êtes. Est-ce que ces partis sont suffisamment forts, à votre avis? Quels sont les problèmes que les autres vivent? En tout cas, au PIT, jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas de problème interne. Vous en avez eu, hein, récemment. Qu'il y ait eu problème, ce n'est pas... Mais coup d'État, là, c'est une pierre dans votre jardin. Oui, quand vous avez été nommé ministre. J'ai été nommé ministre, mais les instances du parti qui ont décidé de ce choix-là se sont retrouvées également et ont confirmé le choix qui était le leur. Le problème est dépassé. Le problème est dépassé. Il n'y a pas de problème. Le PIT garde sa cohésion, le PIT garde son unité, le PIT garde sa volonté de travailler exclusivement autour des intérêts nationaux. Pour les autres forces politiques également, vous dites qu'il y a difficultés et problèmes, mais il faut bien qu'on comprenne qu'un parti politique, c'est un tout vivant. Mais ce qui est constant et important, que nous soyons du PIT, que nous soyons de la Ligue démocratique, que nous soyons du Parti socialiste, pour nous maintenir aux exemples que vous avez donnés, notre volonté commune, c'est de continuer à consacrer les avancées que notre pays est en train d'enregistrer. C'est vous-même qui le releviez. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous sommes unis. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous mettons au devant de nos destins personnels l'intérêt national. C'est cela qui nous fédère. Et à la vérité, je dois dire que nous avons de bonnes raisons d'être fiers du chemin parcouru. En face, vous avez évidemment une opposition qui a une posture actuellement dans la perspective de cette élection présidentielle de 2019. Vous les avez par exemple entendu dire qu'ils vont manifester lors du séjour du président français Emmanuel Macron. Quelle est votre analyse, votre commentaire sur ça? Je ne sais pas. Nous avons, en tant que pays, pu conquérir beaucoup de droits et de libertés. Que des citoyens sénégalais organisés dans un parti décident de ceci ou de cela, je l'entends bien, je le comprends. Qu'on veuille manifester à l'occasion, disons, d'un sommet que notre pays organise pour essayer d'avancer toujours dans la résolution des choses qui concernent l'éducation, ça veut dire l'intérêt général et surtout l'avenir de notre pays, je l'entends un peu bien moins. Mais enfin, un choix souverain est fait, mais ce que je puis dire, c'est que le gouvernement, de toute façon, va assumer l'intégralité de ses responsabilités. Le tout est que chacun d'entre nous fasse ce qu'il a à faire, mais qu'il le fasse simplement dans le respect, en fait, des règles dont nous sommes tous dotés. Vous pensez que le combat n'est pas plutôt politique? Il appartient à la coalition d'apporter la réplique politique qu'il faut, non? Ce n'est pas une affaire de coalition, c'est l'affaire du pays. Ce dont il va être question dans les jours prochains dans notre pays, à l'occasion entre de cette visite... Je veux dire, au-delà de ce moment-là, je veux dire... Oui, maintenant, au-delà du moment... C'est le combat politique, quoi. Je voudrais dire que ce qui est en jeu pour les jours à venir
transcende simplement les destins des partis politiques et des coalitions. Si on s'entend sur cela, vous dites, est-ce que maintenant nous ne devons pas prendre en charge collectivement en tant que Benno, disons, les impératifs du mois en termes politiques? C'est ça que vous dites. Mais que non, je relance parce que c'est vous qui limitez le combat. Non, je ne le limite pas là, mais la réponse intelligente à donner au plan politique, c'est d'aller au-devant des aspirations des Sénégalais. D'accord, c'est plus essentiel pour vous. C'est essentiel, parce que hors de là, il n'y a pas de salut. Or, je crois que les réponses qui sont données, elles ne sont pas des réponses optimales au sens où toutes les demandes sont satisfaites, mais c'est des réponses dont il faut globalement apprécier la teneur positive. D'accord. Position du Parti de l'Indépendance et du Travail sur les événements que nous avons vécus récemment en Casamance, notamment cette tuerie de Boffa Bayotte et puis récemment une attaque contre des touristes. Comment vous appréciez la situation généralement en Casamance? Inacceptable, surtout rapport pour ce qui est de la tuerie. Inacceptable parce que ceux qui ont été tués étaient pour l'essentiel des jeunes. Inacceptable parce qu'on les a tués alors qu'ils avaient les mains nues. Inacceptable parce qu'ils ont été tués à un moment où tout montre que nous avançons à grands pas vers la paix. Et justement, c'est cela qui commande la vigilance. C'est parce que nous avançons vers la paix. C'est parce que la politique d'équité territoriale, la volonté de faire de sorte que le Sénégal soit un Sénégal d'un seul tenant, c'est parce que nous avançons, et nous avançons considérablement, qu'il faut faire attention parce qu'il y a des contre-coups. Et évidemment, il ne faut pas désespérer. Je crois que la volonté du président de la République d'aller à l'apaisement, d'aller à la paix intégrale, non seulement en Casamance, mais partout dans le pays, évidemment, est une volonté qui ne souffre d'aucune contestation. Et c'est parce que des progrès ont été faits en la matière et dans cette voie-là qu'il faut être attentif simplement à certains frémissements. C'est tout à fait dans l'ordre normal de ce qui est compréhensible, même si c'est condamnable, que des gens puissent évidemment avoir des options qui consistent à vouloir jeter du sable dans le couscous. Parce que nous avons fait du chemin, il faut que nous continuions ensemble en tant que pays à faire ce chemin. Aujourd'hui, la gestion du dossier, je veux dire l'enquête et ce qu'elle a révélé vous satisfait? Mais je crois qu'il n'y a pas de raison de n'être pas satisfait. Il faut faire la lumière et il faut évidemment que le droit et la justice se prononcent, puisque personne parmi nous n'a le droit de faire ces choses qui sont absolument abominables. Et c'est une responsabilité collective au-delà de celle du gouvernement que de pousser en direction de la paix, parce que la paix dans cette partie de notre territoire, c'est également un gage de développement pour toute notre nation. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu à cette émission. Je rappelle, mesdames et messieurs, que M. Sambassi est le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles, mais aussi des relations avec les institutions. On n'a pas eu le temps d'en parler. Les relations, naturellement, avec l'exécutif que vous représentez à l'Assemblée nationale, notamment, comment ça se passe? Mais ça se passe bien. Nous sortons de l'exercice budgétaire. Vous savez que c'est également important. Les moyens de la nation, est-ce que nous avons l'aval de la représentation parlementaire pour exécuter le budget tel que nous le pensons? Nous avons eu le grand bonheur d'avoir l'accompagnement, évidemment, de l'Assemblée nationale. Nous avons également d'autres démembrements et notre rôle, comme vous le dites, c'est un rôle, évidemment, d'accompagnement pour que, en fait, nos institutions continuent à se parler. Il est toujours au-devant ce débat entre l'exécutif et le pouvoir parlementaire, le pouvoir de l'Assemblée nationale. En tant que représentant, évidemment, dans l'action, est-ce que vous sentez, vous, ce problème-là? Non, je crois qu'il n'y a pas de problème majeur. Il y a simplement une division du travail. Oui. Nous ne pouvons pas tous faire la même chose. La séparation des pouvoirs est garantie. Notre pays a pris un système de choix. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, fussiez-vous ministre de la République ou autre chose, vous ne pouvez pas décider de tout et son contraire et vouloir le faire admettre à la justice ou à la représentation parlementaire. Nous avons effectivement une séparation des pouvoirs et c'est notre devoir à tous, évidemment, de nous investir pour que, en fait, la chose se poursuive. Cette main de l'exécutif dans le fonctionnement de l'institution parlementaire n'existe pas? Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on entend quand on dit la main de l'exécutif dans le fonctionnement de l'institution parlementaire. Que des pouvoirs soient en fait des pouvoirs consacrés ne veut pas dire évidemment qu'il y a une indépendance qui ferait de sorte qu'on ne se parlerait pas. Il est normal quand même, je crois, que les ministres de la République puissent venir dire voilà en tout cas le point de vue du gouvernement. Il est normal que sur ce point de vue du gouvernement, en fait, l'Assemblée ait son nom à dire. Il est normal également, puisque les députés appartiennent à des champs politiques, que très souvent au niveau des représentations, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'ils aient des points de vue qui prolongent un peu celui de leur, disons, de leur formation politique. Donc il n'y a là rien de nouveau sous le soleil. Je vous remercie, Monsieur le ministre Sambassi. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.